Je vais maintenant laisser la parole à Katia Barrault. La FHF, à Prévention, a interrogé ses sociétaires, a interrogé ses adhérents à travers une enquête qui a été menée au cours de la dernière année et qui a interrogé donc les établissements médico-sociaux, les CHU et les établissements de santé sur la réalité de la prévention à leur sein. Katia, je vous laisse la parole. Oui, merci professeur Choly. Alors, effectivement, nous avons mené une enquête dont on voulait vous parler aujourd'hui. Alors, très rapidement, le sommaire de l'intervention. Je vais simplement vous dire un petit mot sur la FHF prévention et quelques éléments généraux de cadrage sur l'enquête. Et ensuite, nous évoquerons avec des morceaux choisis, on ne vous présentera pas l'exhaustivité de l'enquête, des éléments sur l'organisation des actions de prévention en établissement, la nature de ces actions, les partenariats, vous l'évoquiez à l'instant, l'importance en fait d'avoir une action partenariale sur ce sujet de la prévention. Et enfin, le financement, la grande question du financement et de la pérennité des projets de prévention au sein des établissements de santé. Alors, très rapidement, vous l'évoquiez à l'instant, le professeur Chauvin l'a détaillé, donc je ne reviendrai pas sur des éléments chiffrés, mais effectivement, l'enjeu, avec une population vieillissante et un nombre accru de maladies chroniques, c'est l'allongement de la vie en bonne santé et en autonomie. Donc, il y a un réel besoin d'avoir une culture prévention, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a une meilleure connaissance des déterminants de santé et des facteurs de risque. Alors, la prévention, elle est identifiée comme une priorité de la politique de santé, mais elle n'est pas toujours lisible, elle est compliquée à mettre en œuvre, il y a vraiment une multiplicité d'acteurs en fait, et de structures à mobiliser. Donc la FHF, nous on a pris en fait le parti pris de donner corps à cette priorité en lui dédiant un comité prévention qui est centré sur les établissements publics et leurs actions. Alors, le constat, en fait, qu'on faisait tout simplement au sein du comité FHF Prévention, c'est qu'il existe, en fait, de nombreuses actions en faveur de la prévention qui sont menées au sein des établissements, qui vont parfois d'une prévention primaire de vaccination à de l'éducation thérapeutique, mais elles ne sont pas forcément connues, elles ne sont pas forcément valorisées ni organisées. Donc, l'objectif d'avoir mené cette enquête avec nos adhérents, c'est de voir un petit peu à quoi ressemblait cette prévention à l'hôpital, comment elle était organisée, financée, quels étaient les partenaires principaux auxquels les établissements avaient recours et comment on pouvait la promouvoir. Alors, on a fait quand même des choix méthodologiques également. Comme le disait à l'instant le professeur Chollet, on a travaillé prioritairement sur la prévention secondaire et tertiaire, sans être bien entendu exclusif, mais j'allais dire c'est la légitimité aussi naturelle des établissements. L'approche, elle est centrée sur l'établissement de santé, parce que comme on l'a dit, il y a effectivement une multitude d'acteurs à coordonner et l'établissement doit bien entendu se tourner vers son territoire. Et nous avons, et nous l'évoquerons cet après-midi, mené des démarches dans ce sens au sein de la Fédération hospitalière de France avec notre grand projet de responsabilité populationnelle, mais nous en parlerons cet après-midi. Là, l'idée, c'était déjà d'être en capacité de se connaître, j'allais dire, soi-même en tant qu'établissement et son GHT. Parce que combien d'entre vous connaissent, j'allais dire, l'intégralité des actions de prévention au sein de leur établissement, au sein de leur GHT. Alors, avant de se tourner sur son territoire, déjà se connaître soi et de connaître bien son groupement hospitalier de territoire. Et puis, notre objet, c'était de proposer vraiment des pistes qui soient simples, des recommandations simples, atteignables. Ça reste un sujet qui est quand même en friche dans les établissements. Donc, l'idée, en fait, c'est déjà d'avoir une meilleure connaissance et une meilleure organisation sur ce sujet. Alors, quelques éléments généraux sur l'enquête. Donc, on avait réalisé une enquête sur une période de 3-4 semaines avec une vingtaine de questions sur les actions de prévention, leur organisation, comment elles étaient communiquées, comment les personnels étaient formés. Alors, il y a 226 établissements qui ont participé à cette enquête, avec, comme vous le voyez, en termes de typologie, aussi bien des CHU, des centres hospitaliers, des établissements médico-sociaux, des centres hospitaliers spécialisés. 2 points à noter. On avait posé une première question un petit peu générale de savoir si les répondants estimaient que l'établissement avait une mission de prévention. Là, 99% d'entre eux ont estimé que oui. Donc c'était quand même un résultat qui était intéressant à avoir en tête. Il y a une vraie légitimité à porter ce sujet-là.
86% d'entre eux réalisent des actions de prévention dans les établissements que nous avons interrogés. Je pense aussi, dans ceux qui ont indiqué ne pas avoir réalisé des actions de prévention, il ne faut pas oublier aussi le fait qu'elles ne sont pas toujours bien connues. Alors, en termes de répartition géographique, hein, juste pour information, là vous avez à peu près la répartition géographique des répondants avec une prépondérance de l'Île-de-France, de la Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes qui ont été les répondants les plus importants. Alors, quelques éléments de retour sur l'organisation des actions de prévention en établissement. Alors, je vous ai pris 3 questions en fait de cette enquête. Donc, une des premières questions qu'on demandait, c'était de savoir si une personne était identifiée dans l'établissement comme étant en charge des actions de prévention. Donc, comme vous le voyez, dans près de 58% en fait, des cas, aucune personne n'est identifiée. Et quand c'est le cas, c'est plutôt au sein de l'établissement pour 38% des cas. Quand une personne est identifiée, on a voulu savoir un petit peu le profil en fait, des personnes qui étaient identifiées comme étant en charge des actions de prévention. Donc, comme vous voyez, c'est assez divers. Alors, on avait évidemment des profils de directeurs, directeur adjoint, directeur des soins, des cadres de pôle, cadres supérieurs de santé, une diversité de chargés de mission, de stratégie, coopération, éducation thérapeutique, des animateurs de santé publique, puis également des médecins, des ingénieurs, des infirmiers, des responsables qualité. Bref, quand une personne est identifiée, il y a vraiment une grande disparité de fonctions et de fonctions de coordination. Nous avions également interrogé le fait si certains disposaient d'un service ou d'un pôle qui regroupait des actions de prévention. Donc là, dans près de 27% des cas, il n'existe pas de service ou de pôle, mais 74% des répondants estiment qu'il serait utile d'avoir une structuration en fait, au niveau de leur établissement. Donc, en bref, on voit qu'il y a vraiment une disparité de fonctionnement entre les établissements avec une structuration qui est très hétérogène des actions de prévention. On le disait tout à l'heure, la plupart du temps, ce sont des initiatives qui sont individuelles ou de services, qui sont portées par les services directement, sans forcément avoir une ligne directrice ou des priorités qui soient établies en tant que telles par la structure hospitalière. Et sans forcément bien penser une logique d'ensemble, c'est-à-dire à la fois au niveau du patient avec son besoin de prévention qui peut être multifacette, entre services, puisqu'on le constatait notamment dans les résultats de l'enquête, il peut y avoir des doublons entre services de mêmes actions de prévention qui sont faites, au sein même de l'établissement et du GHT également. Du coup, il n'y a pas non plus en fait une autorité en prévention, c'est-à-dire une fonction qui fédère véritablement et qui soit chargée d'organiser la prévention au sein de l'établissement de santé. Donc, au niveau du comité FHF Prévention, on s'est dit qu'il y avait un véritable enjeu d'organiser en fait le sujet au sein des établissements de santé sans forcément déposséder, et ce à tous les niveaux. Ce que je veux dire par là, c'est à la fois, il y a besoin d'avoir une stratégie au sein du groupement hospitalier de territoire, en se disant que chaque projet médical partagé doit pouvoir intégrer un volet prévention au sein des filières de soins définies, mais qu'il faut aussi et surtout avoir une logique de subsidiarité en laissant en fait la prévention à l'échelle de l'établissement, puisque c'est là où les initiatives locales se font, et il ne s'agit pas de déposséder en fait ces initiatives-là, bien au contraire, et d'être dans une logique pragmatique vis-à-vis de ça. Donc vraiment une stratégie GHT et des actions au sein des établissements. On a vu aussi qu'il y avait un besoin de coordination sur ce sujet, et de fait d'identifier en fait un coordonnateur de la prévention. Alors ce qu'on a appelé aussi une autorité organisatrice. C'est-à-dire que pour donner corps à la prévention, il est vraiment nécessaire d'avoir une personne identifiée, alors en fonction des ressources bien entendu de l'établissement, du GHT, une personne qui puisse vraiment avoir pour rôle de faire le lien entre l'ensemble des pôles médicaux et l'ensemble en fait des actions de prévention qui peuvent exister dans ces pôles médicaux et les directions également fonctionnelles administratives dans une logique de transversalité. Alors dans le comité, on a beaucoup fait le parallèle en fait avec la recherche. Quelque part, le sujet de la recherche était, il y a quelques années, dans les établissements assez similaire. Elle était vraiment, au sein des établissements de santé de manière, au sein des services gérés par les services, et pas forcément structurée et organisée. Alors maintenant, si on revient un petit peu sur la nature des actions de prévention mises en place. Donc là, pareil, quelques morceaux choisis de l'enquête à vous présenter. Donc, comme je vous disais, 86% des répondants ont mis en place des actions de prévention avec des actions de nature très différentes et des manières d'aborder la prévention qui sont également très différentes.
Donc on a vu que le sujet de la formation, que ce soit des professionnels ou des patients, était occupé en fait une bonne partie de nos répondants, avec 20% qui réalisent de l'éducation thérapeutique, 16% de la formation à l'égard des professionnels et 13% de la formation de patients. 18% également des répondants ont réalisé en fait des actions contre des comportements à risque. Je vous ai donné quelques exemples sur le slide. Et ensuite, nous avons également des approches qui soient par thématique ou par pathologie chronique. Alors, à noter, en termes de typologie des établissements, on a en fait des actions mises en place qui sont très homogènes pour les CHU et les plus grands centres hospitaliers. En revanche, c'est beaucoup moins le cas dans les centres hospitaliers spécialisés, où là, c'est vraiment 3 aspects qui prennent le pas, qui sont la formation patient, l'éducation thérapeutique et les comportements à risque. Et dans le cadre des EHPAD, c'est beaucoup la formation des professionnels qui occupent en fait, qui sont les principales actions qui sont menées autour de la prévention des chutes, de l'autonomie des personnes âgées. Alors là, c'est la même chose, mais répartie de manière graphique. À noter qu'un tiers des établissements mettent en œuvre une seule de ces actions, 2 tiers mettent en œuvre plusieurs actions et 12% des répondants réalisent l'intégralité des actions de prévention qu'on a citées tout à l'heure. Un point qui était important, on a voulu savoir si c'était bien intégré dans des parcours ou des filières de soins. Et dans 59% en fait, des établissements répondants, c'est le cas. Alors avec des filières autour de la personne âgée, du diabète, de la cardiologie, obésité, cancérologie. Donc ça, c'était un point qui était vraiment essentiel de structuration en fait, des actions de prévention autour de parcours de soins. Alors comme vous le voyez, il y a vraiment une disparité en fait, des actions de prévention mises en place. Et une très très grande disparité. Et une disparité aussi des points d'entrée dans la prévention. Que ce soit une prévention primaire, secondaire, tertiaire, comme on évoquait à l'instant. Une approche aussi parfois qui va être plutôt par thématique, une approche par pathologie, une approche aussi par typologie de patients. Et puis, il y a aussi cette importance de lier la prévention à la filière de soins. Alors, au niveau du comité, on se disait que ce qui était surtout important face à la diversité des actions menées, c'est d'être en capacité de structurer un programme prévention qui soit lisible au sein de l'établissement. Et donc d'être en capacité de donner à voir toutes ces actions qui existent au sein de l'établissement pour une meilleure lisibilité, aussi une bonne utilisation des ressources, parce qu'on a pu remarquer qu'il y avait de nombreux doublons, des mêmes actions réalisées dans 2 services juste à côté, un service de cardiologie ou de neurologie qui vont tous 2 réaliser des actions sur le sport, l'obésité, que sais-je. C'est quand même dommage en termes d'utilisation des ressources. Il y a une vraie logique également à structurer un programme de conversion pour trouver ces synergies et une cohérence entre les établissements d'un même GHT pour que on puisse, en se recentrant sur les besoins du patient, être en mesure de structurer une offre de services prévention pour que chacun des établissements puisse proposer une offre prévention à destination du patient dans un programme prévention qui soit lisible avec les actions menées par l'établissement et également celles qui sont entreprises au sein du GHT. Mon patient arrive chez moi aujourd'hui, je suis hôpital de proximité, je suis peut-être en capacité de lui proposer un programme de sevrage tabagique, mais au sein de mon GHT, d'autres vont être en mesure de lui proposer autre chose. Et c'est ce programme-là qui nous semble essentiel de construire, en veillant bien entendu à définir des indicateurs de suivi et des modalités d'exécution pour suivre ces actions. Alors l'idée, c'est d'avoir une approche pragmatique. Le comité ne souhaitait pas choisir une approche, que ce soit par pathologie, par thématique, peu importe, j'allais dire ça va être selon l'établissement, suivant sa maturité. Et ce n'est pas le propos. L'idée, c'est vraiment plutôt de privilégier une méthodologie et une organisation, de structurer ce programme-là et de le structurer en tenant compte de plusieurs éléments, à la fois, bien entendu, les orientations ministérielles, la littérature médicale et scientifique qui nous donne un certain nombre de recommandations et de bonnes pratiques en termes de prévention. Les données de santé publique, on l'évoquait, c'est important de connaître son territoire et de savoir comment son établissement est placé dans son territoire et dans son GHT pour adapter en fait l'offre de prévention. Et bien entendu, les compétences et les appétences des équipes, parce que les actions de prévention, on ne va pas se le cacher, c'est beaucoup porté encore aujourd'hui par des initiatives de service, des initiatives individuelles. Et c'est toute cette bonne volonté-là, en fait, qu'il faut réussir aussi à structurer sans forcément déposséder ces bonnes volontés. Alors maintenant, quelques éléments sur les partenariats et le financement.
Alors, les actions de prévention à l'hôpital sont largement menées en lien avec un ou plusieurs partenaires. Alors, simplement 2 chiffres qu'on a voulu vous remettre. Donc, 54% des établissements ont mené des actions en lien avec des acteurs de la ville et 64% en lien avec des associations. Donc, c'est vraiment un point qui est majeur. Les principaux partenaires extérieurs qui ont été cités dans l'enquête, c'est d'abord les ARS et les associations, comme premiers partenaires des actions de prévention à l'hôpital, mais également les collectivités territoriales, les professionnels de santé libéraux, médecine scolaire, médecine du travail, et puis d'autres partenariats un peu moins cités, je pense aux CEPAM, aux mutuelles, aux industries privées. Alors le type d'appui, donc il y a beaucoup un appui financier qui est recherché pour près de 40%, mais également de la participation au projet, de la communication ou des appuis qui sont d'ordre plutôt logistique. En ce qui concerne la pérennité des projets et leur financement. Alors, le maintien des actions de prévention dans le temps, on a pour un tiers des actions, elles ne sont pas forcément pérennes parce que le financement n'est pas garanti dans le temps. Donc c'est un des freins majeurs en fait qui ressortait dans l'enquête, cette question du financement. Sachant que ce financement est très collégial et il y a beaucoup de cofinancement, ce qui ne simplifie pas du tout la tâche, puisque 72% des actions sont cofinancées. Une moitié, en fait, sont un cofinancement ARS établissement, et puis 46% quand même, une diversité de cofinancement. Un bout de l'ARS, un bout de la ville, un bout de l'établissement, un bout de telle association, etc. Donc, il y a vraiment cet aspect à avoir en tête qui, on se le disait également précédemment, c'est un enjeu, et c'est un enjeu majeur, un enjeu à la fois, bien entendu, pour motiver à une structuration des actions de prévention, on ne va pas se le cacher, et pour donner aussi une visibilité et une priorité à ces actions de prévention. Donc comme je vous disais, principaux freins, puisqu'on a interrogé les répondants sur les freins à la mise en place d'actions de prévention. Pour la grande moitié, c'est la question de l'absence de financement dédié. Et puis ensuite vient la question du fait que cette action n'est pas forcément prioritaire dans les établissements, qu'il n'y a pas toujours toujours les ressources adéquates pour les mettre en place. Alors, la prévention, en quelques mots d'analyse par rapport à ces quelques données de l'enquête, elle est avant tout partenariale. Et c'est certain, elle suppose de créer des relations qui sont locales, elle suppose de bâtir vraiment un réseau. Et bien entendu, l'ARS est un interlocuteur privilégié, notamment sur la question du financement, et les associations jouent un rôle majeur. Sur le financement, multiple, croisé, ça, c'est un des enjeux, et c'est un enjeu sur la pérennité des projets, puisque bien souvent, c'est des financements qui vont être dédiés sur un temps limité, ce qui joue un rôle pour la poursuite de l'action dans la durée des établissements. Alors, nous, ce qu'on recommande, c'est que, bien entendu, le programme prévention, il faut le bâtir avec un tissu de partenaires et avec un réseau qui va être en capacité de soutenir ce programme. Aussi bien sur des actions qui vont être partenariales, coportées, etc., mais également sur un plan financier. Alors, on a vu les partenaires, plus traditionnels qui reviennent, les ARS, le milieu associatif, la médecine de ville, mais il ne faut pas hésiter à se tourner aussi vers d'autres partenaires qui sont très peu cités, voire pas cités dans l'enquête, les collectivités, les CEPAM, l'industrie privée, les mutuelles, qui peuvent vraiment être des aides et peuvent représenter un réseau à développer avec également des potentiels financeurs. Sachant que, évidemment, en ayant un programme prévention, c'est un outil de dialogue à privilégier. Nous avons fait beaucoup d'auditions, notamment, vous allez peut-être intervenir, professeur Chollet, avec des ARS qui nous ont dit que justement, si les établissements sont en mesure de pouvoir arriver avec des programmes de prévention structurés, ça donnerait une lisibilité et une force de frappe qui serait plus importante pour aller aussi chercher des financements. Nous travaillons aussi à d'autres recommandations au sein de la Fédération hospitalière de France, puisque la question du financement, elle dépasse aussi cette enquête. L'idée, c'est aussi de trouver d'autres manières de financer la prévention. Notamment, nous avons envisagé une recommandation qui lie en fait la prévention et les CAQES, puisque les CAQES maintenant vont s'atteler à la question de la pertinence. Il va y avoir également des sanctions auprès de certains établissements qui auront des actions non pertinentes. Et l'idée, c'est que ces sommes d'argent puissent revenir à l'hôpital et puissent abonder en fait un fonds prévention pour trouver également des nouvelles ressources en fait financières plus pérennes.
Et ça, c'est également des propositions qu'on essaie de construire et de pousser. Alors, en synthèse, petite synthèse de nos recommandations très rapidement à l'issue de cette enquête, et encore merci à vous tous d'y avoir très largement contribué et participé. Pour la FHF Prévention, il est essentiel en fait, de structurer la prévention au sein de l'établissement et du GHT pour lui donner corps et lui donner une certaine visibilité, en identifiant un interlocuteur unique, en structurant aussi un programme de prévention qui va permettre une lisibilité parmi des actions de prévention qui sont très hétérogènes, et puis également donner des priorités en fait, au sein de l'établissement. Puis il est également essentiel de se constituer un réseau de partenaires, d'aller les chercher avec ce programme prévention pour justement avoir un appui, une vraie crédibilité sur nos actions. Et puis sur la question de la pérennisation des financements, je pense qu'avoir ce point d'entrée unique et ce programme lisible va aider, mais il y a également des attentes qui sont autres sur ce sujet.